moi c'est Katie, je ne suis pas du MIS, je viens de l'IETR. Donc je viens vous présenter aujourd'hui mon article qui s'appelle « Recalage basé plan de nuages de points pour la navigation dans des environnements structurés ». Donc on va suivre un plan bien sûr, plutôt classique. Donc tout d'abord je vais faire un petit point sur le contexte. Ensuite je vais vous présenter les deux contributions principales de cet article et puis on va finir par une conclusion. Donc le contexte. On a pas mal parlé aujourd'hui de perception. Donc on est encore dans ce cas où donc, ce qu'on a vu un petit peu ce matin, c'est que pour l'être humain, c'est assez facile de se repérer dans son environnement. Avec nos yeux, on est capable, quand on regarde autour de nous, en fonction de ce qu'on voit, on est capable d'identifier où on se trouve. Cette chose-là, elle n'est pas transposable directement pour les robots. Du coup, on a créé des outils qui vont permettre de pallier à ça. Donc, on a vu beaucoup de caméras aujourd'hui, il y a d'autres systèmes, les lidars, les radars, etc. Nous, on va être dans une problématique de localisation où, en fait, on va essayer de prévoir une trajectoire en fonction du capteur qu'on va utiliser. Donc, parmi les applications qui sont bien connues, donc on va avoir les véhicules autonomes et on va avoir d'autres systèmes d'acquisition qui sont, eux, portés. Voilà, donc nous, on est exclusivement sur du lidar. Je précise également du lidar 3D. Donc pour ceux qui ne sauraient pas trop comment fonctionne un lidar, là on a une vision un peu simplifiée du fonctionnement, où en fait on va avoir un capteur qui est muni de lasers, de plusieurs lasers, qui va tourner à 360 sur lui-même, et du coup qui va permettre de nous donner ce qu'on appelle un nuage de points 3D, qui va représenter en fait l'environnement dans lequel il se trouve. Donc on va avoir plusieurs types de lidar. Là je vous en présente deux, donc le VLP16 et le Ukuyo LX30. La grande différence entre les deux, ça va être la densité de points. Typiquement sur le VLP, on est sur des nuages de points qui vont faire 28 000 points par nuage de points, alors que sur le Ukuyo, on est de l'ordre de 3 millions à peu près. Donc on n'est pas sur les mêmes ordres. Et donc concrètement, la donnée qu'on a, nous, c'est une liste de points 3D. On a des coordonnées de points 3D. Voilà, donc l'idée, maintenant qu'on a cette donnée brute, c'est de la traiter. Donc nous, dans notre problème de localisation, ce qu'on va faire, c'est du recalage. Et la base dans le recalage, quand on parle de nuages de points, c'est l'algorithme de l'ICP. Donc l'objectif de cet algorithme, ça va être de trouver la transformation rigide qui va minimiser la distance entre deux nuages de points. Donc là, je vous mets la formule de la transformation. Donc en fait, là, on voit bien sur la petite animation. On a le nuage de points bleu qui va être notre cible, le nuage de points blanc qui est la source et l'objectif. Donc ça va être de trouver la transformation qui lie le nuage de points blanc au nuage de points bleus. Donc avec l'ICP, on va avoir plusieurs étapes à suivre. Donc la première étape, on a éventuellement du pré-traitement sur notre nuage de points, si jamais il y a trop de points ou si la donnée n'est pas forcément belle et qu'on voudrait la lisser, etc. Ensuite, l'étape qui va suivre, ça va être la mise en correspondance de points. Avec l'ICP, ce qui est fait, c'est qu'on va prendre le plus proche voisin pour chaque point en considérant la distance euclidienne. Une fois qu'on a trouvé cette distance pour chaque point, l'objectif, ça va être de minimiser la distance globale. Donc dans l'ICP classique, ce qu'on minimise, ça va être une distance point à point, mais il y a plusieurs variantes qu'on peut trouver. Voilà, donc là, ça va être le contexte global. Donc les contributions que je vais vous présenter aujourd'hui, tout d'abord, on va avoir l'algorithme de recalage par ICP qui se base grandement sur l'ICP, et ensuite le jeu de données Loopin. Donc tout d'abord, par ICP. Nos motivations. Donc la première motivation de par ICP, c'était de réduire la complexité du problème de recalage en utilisant des plans. Parce que l'idée, c'était, on est dans des environnements structurés, donc l'idée, c'est d'exploiter ces environnements. En général, quand on va faire une acquisition dans une salle comme celle dans laquelle on se trouve aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, on va avoir des nuages de points qui vont faire entre 28 000 et 3 millions de points. Ça fait beaucoup. Alors que si on considère les plans, tout de suite, on voit qu'on en a un peu moins. En général, on peut considérer une trentaine de plans, parce que du coup, ce n'est pas forcément des plans continus, mais on peut espérer avoir une trentaine de plans à considérer. Donc on passe d'un problème à 28 000 points à 30 plans. Et donc l'idée, c'est également de proposer une méthode qui soit robuste et précise. Donc, par ICP va reprendre en fait le principe de l'ICP classique. Sauf que donc, tout d'abord, on va devoir
extraire les plans du nuage de points. Ensuite, on va faire une mise en correspondance. Ensuite, on va minimiser une distance. Donc nous, comme notre but, c'est de recaler des plans, on va minimiser la distance plan à plan. Ensuite, si on n'a pas atteint le seuil qu'on s'était fixé, on vient appliquer la transformation qu'on vient de trouver sur la source et on recommence. Par contre, si on a atteint le seuil qu'on s'est fixé, on vient rajouter une étape qui va être une minimisation d'une distance point à plan qui va permettre de rendre notre recalage bien plus précis. Et ensuite, on espère retrouver la transformation optimale. Voilà, donc la toute première étape dont je vous ai parlé, ça va être l'extraction des plans. Donc là, on a un nuage de points d'entrée typique. Et donc, on va faire une extraction des plans. Donc celle-ci est basée croissance de région. Donc là, ce qu'on voit à droite, c'est donc le même nuage de points. Et en fait, dans des couleurs différentes, on va avoir les plans qui ont été extraits, à l'exception des points rouges qui représentent, eux, par contre, les points qui n'ont pas été classés. Donc ces points-là ne seront pas considérés à cette étape-là. Une fois qu'on a extrait nos plans, la grosse problématique, ça va être la mise en correspondance. Parce que tout à l'heure, on parlait de points, où on prenait la distance euclidienne, on cherchait le plus proche voisin. Avec les plans, c'est pas si évident que ça, parce que déjà, un plan, par définition, c'est quelque chose d'infini. Donc la notion de plan le plus proche, c'est pas forcément évidente. Donc du coup, comment identifier les plans qui se correspondent d'un nuage de points à l'autre? Une première hypothèse qu'on a faite, c'est qu'on aurait un faible mouvement relatif entre deux nuages de points successifs. On a pu exploiter un petit peu ces caractéristiques dans des travaux précédents. Et donc, cette hypothèse nous permet de dire qu'on peut avoir, par exemple, la distance entre les projections de l'origine sur les plans qui est censée être faible, entre deux plans qui seraient correspondants. On va avoir également la distance entre les centroïdes des points constituant les plans source et cible. On va avoir ensuite le ratio entre les aires des patchs planaires. Alors oui, je précise, je parle de plans depuis tout à l'heure. Parfois, c'est un abus de langage parce qu'il vaut mieux considérer des patchs planaires comme on a cette notion d'aire qui est considérée, parce qu'un plan, par définition, est infini, donc n'a pas d'aire. Donc ici, il vaut mieux parler de patch planaire, mais c'est plus facile de dire plan. Et la dernière caractéristique, donc le produit scalaire des normales des plans, qui sera très grand, comme on espère avoir des plans qui seront plus ou moins parallèles. Donc ces caractéristiques-là nous semblaient plutôt judicieuses. Et maintenant qu'on a ces caractéristiques-là, il faut qu'on puisse faire des paires de plans, donc identifier quelles sont nos paires de plans. Donc on va faire un petit peu de classification. Et cette classification, on va faire à l'aide d'un random forest. Donc le random forest, je vais faire un petit peu rapide sur cette partie-là peut-être. La base du random forest, c'est un arbre binaire qui va avoir deux types de classes de sortie. Donc qui sont notées X et NX. Dans notre cas, ça va être paire de plans ou pas paire de plans, tout simplement. Donc en fait, on va construire plusieurs arbres binaires avec des données qu'on aura annotées, décidément. Donc on va construire plusieurs arbres binaires donc avec des données annotées. Donc on va pouvoir apprendre à nos arbres qu'est-ce qui représente une paire de plans valide et qu'est-ce qui n'est pas une paire de plans valide. Ensuite, quand on aura une nouvelle paire de plans qui va arriver, on va calculer ces caractéristiques. On va les donner au random forest, tous les arbres vont voter et la classe qui aura le plus de votes sera en fait la classe qui va gagner. Donc si j'ai eu plus de votes pour cette paire de plans est valide, ça voudra dire que la paire de plans est à garder. Et voilà. Donc pour entraîner notre random forest, il nous faut des données. Donc pour les données, on a pris le jeu de données ASL. Donc ce jeu de données qui est très intéressant, car il arrive avec sa réalité terrain. Donc sa réalité terrain, en fait, elle correspond à la pose du capteur dans le repère global. Donc nous, ce qu'on vient faire, on vient extraire dans les nuages de points qui nous sont fournis, les plans, et en fait, on va être capable, à la main, de labelliser quel plan va avec lequel. Donc on va pouvoir identifier ça assez facilement. Donc dans ce jeu de données, qui est composé de 6 séquences, on va garder uniquement les séquences en intérieur, parce que ça n'aurait pas de sens de prendre les scènes en extérieur, qui sont des scènes de nature, donc la présence de plans
est assez moindre, donc ça n'a pas de sens. Donc on a nos 3 séquences, appartement, ETH et stairs. Donc la particularité d'appartement, ça va être d'avoir certains moments où il y a des fortes rotations. La particularité d'ETH, c'est qu'on va avoir ces espèces d'arcades très répétitives tout le long de la séquence. Et la particularité de stairs, c'est d'avoir un mouvement qui n'est pas plan, un moment où on monte un escalier, et donc on n'est pas sur quelque chose de plan. Voilà. Donc comme je vous le disais, on a tout d'abord annoté les données à la main pour faire notre entraînement. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de données, donc on a dû faire de l'augmentation de données afin d'avoir un jeu de données assez intéressant pour notre entraînement. Donc cette augmentation de données est faite avec des rotations sur le nuage de point source. Et aussi, pour notre phase de test, on a utilisé un processus de validation croisée pour pouvoir en fait tester un maximum de données sans utiliser des données qui auraient été vues. Voilà, donc là, quelques chiffres pour la validation. Donc là, c'est ce que je vous disais, il y a la validation croisée. Donc quand on teste sur appartement, on entraîne sur ETH et stairs, ainsi de suite. Voilà, donc là, ce qu'on constate, c'est que la précision n'est pas parfaite. Mais elle est quand même assez bonne. Ça ne nous dérange pas trop parce qu'en fait, dans la manière où on fait notre minimisation après, on a prévu de faire quelque chose qui va permettre d'enlever tout ce qui aurait pu être mal classifié. Voilà. Donc maintenant qu'on a nos plans bien identifiés, on va pouvoir faire la minimisation des distances. Donc là, on va avoir la distance plan à plan. Donc qu'on vient d'abord initialiser avec une méthode directe qui va être robustifiée avec un rang-sac, donc qui va nous permettre de trouver les inliers. Et ensuite, on va la minimiser à l'aide d'un Gauss-Newton. Et ensuite, on a cette distance point à plan dont je vous parlais tout à l'heure, un petit recalage qu'on vient rajouter en plus à la fin pour avoir quelque chose d'assez précis, qui est là aussi minimisé avec un Gauss-Newton, et on le rend robuste avec des M-estimateurs. Donc maintenant pour la phase d'expérience, on reprend le jeu de données ASL qu'on avait tout à l'heure, parce que comme je vous le disais, on a la pause, donc on sait la pause qu'on est censé estimer, et l'idée ça va être de calculer la distance entre la pause estimée et la véritable pause. Donc pour la translation, on va avoir la distance euclidienne, donc avec l'étoile c'est la pause, la vérité terrain, et avec le chapeau ça va être la pause estimée, et en rotation on va avoir la distance géodésique. Donc sur ces deux distances, on va en fait fixer un seuil qui va nous permettre de dire si oui ou non le recalage est valide. Ces seuils, donc on ne les a pas fixés n'importe comment, ça vient d'un article donc, de Magnussen qui lui avait fixé ces seuils à 0,1 cm pour mètre, pardon, il y a une erreur, pour la translation et 2,5 degrés pour la rotation. Donc un court exemple qu'on ne voit pas très bien. Donc là en rouge, si vous le voyez, on a un nuage de points. Donc cible, en blanc, la source. Et donc on va pouvoir suivre les erreurs en translation et en rotation. Donc là, la première itération, on voit déjà qu'on diminue pas mal. Deuxième itération, on diminue encore. Troisième, on diminue encore. Là, on affiche les seuils, on voit qu'on est déjà bon par rapport aux seuils qu'on a fixés. Mais on pourrait être plus précis. Là, l'utilité de la minimisation du recalage point à plan dont je vous parlais tout à l'heure, où tout de suite, on a une erreur qui est encore plus faible, donc on est très content de rajouter ce point à plan. Ensuite, donc, quelques comparaisons avec des algorithmes de l'état de l'art. Donc on les a comparés de la même manière donc sur les mêmes séquences. Donc ce qu'on peut voir, c'est que par ICP, donc, que je vous ai présenté, et PGR se donnent de très bons résultats dans ces environnements intérieurs. Donc encore une fois, il ne faut pas oublier que c'est avec les seuils qu'on a fixé tout à l'heure. Par ICP est capable de recaler à 100% la séquence appartement. Donc comme je vous disais, c'est une séquence qui est composée de beaucoup de rotations. Alors que nous, on avait fait l'hypothèse qu'on avait un mouvement qui était plutôt faible entre chaque nuage de points successifs. Ça pourrait s'expliquer par le fait qu'on est entraîné sur certaines rotations qui pouvaient aller jusqu'à plus ou moins 70 degrés. Donc c'est ce qui expliquerait cette capacité à recaler des fortes rotations. Voilà, donc je vais peut-être pas avoir le temps pour le jeu de données, donc je vais aller très très vite.
Donc avec l'algorithme, on a aussi présenté un jeu de données qui s'appelle Loopin, qui est composé de deux boucles. Et donc l'idée, c'était de vérifier si l'algorithme qu'on venait tester était sensible à une dérive. Donc là, c'est des nuages de points issus de Loopin. Donc ce qu'on peut voir, c'est que c'est des nuages de points très peu denses, puisqu'ils ont été faits avec un VLP16. Et donc là, on a la carte incrémentale qui est créée par ParICP. Donc en fait, on a lancé ParICP sur la séquence de Loopin, sur la séquence Coffee-Hall, et donc il est capable de recréer la carte auquel correspond l'environnement. Ensuite, de la même manière, avec la séquence Balcony, on va avoir le même type de données. Donc on a quelque chose d'assez lisse, et on voit qu'on arrive à l'endroit où on attend, donc on n'observe pas de dérive. Voilà. Donc en conclusion, je vous ai présenté donc ParICP, un algorithme qui est robuste aux larges mouvements de rotation, qui génère des recalages précis et qui est capable de recaler de longues séquences, et qui permet également de construire des cartes incrémentales. Je vous ai rapidement présenté Loopin qui est disponible en ligne, qui vous permettra éventuellement d'évaluer la sensibilité de vos algorithmes à une éventuelle dérive. Et dans les pistes d'amélioration, l'idée ce serait d'améliorer donc la précision d'évaluer la précision de ParICP sur plus de données, parce que là on a des données qui sont très similaires, et également d'intégrer ParICP dans un processus de SLAM. Voilà, quelques références, et merci pour votre attention. Avez-vous des questions? J'ai quand même l'impression que la vraie difficulté de votre méthode, c'est la première étape, c'est-à-dire l'identification des, vous appelez les patchs planaires, enfin les plans de patchs planaires. Dans quelle mesure vous parlez dans vos perspectives d'utiliser d'autres capteurs, je suppose que ça veut dire d'autres lidars, mais dans quelle mesure ça ne serait pas utile d'adjoindre au lidar une caméra? Parce que les plans, photométriquement parlant, c'est facile à identifier, beaucoup plus que sur des nuages de points. Oui, tout à fait, je vois tout à fait l'idée. Alors nous, on est dans ma thèse, en fait, l'idée, c'était d'utiliser uniquement le lidar dans l'application. Mais effectivement, vous avez totalement raison, si on commence à rajouter de l'information de texture en plus, forcément, détecter les plans serait nettement plus facile. Merci pour la présentation. Donc, au début, tu disais que selon le type de capteur, tu obtiens des nuages plus ou moins denses. Ouais. Et j'ai l'impression que l'étape la plus coûteuse, c'est celle d'identifier ces patchs planaires. Tu confirmes? En temps de calcul, effectivement, ça peut être très coûteux. Surtout, si tu te retrouves avec le nuage de points qui fait 3 millions, si tu le sous-échantillonnes pas, effectivement, tu en as pour un petit moment avant qu'ils te fournissent les plans. Alors, je ne saurais plus te dire exactement, mais en gros, ça va te prendre 50% du temps, non, même un peu plus que ça sur l'algo, ça va être pris par cette extraction des plans. Alors, c'est parce qu'aussi, on utilise un algorithme de region growing, donc tu vas avoir quelque chose qui va être très dépendant du nombre de points, en fait, de ton nuage. Donc, après, il y a d'autres algorithmes aussi qui permettent d'identifier les plans, qui parfois exploitent, par exemple, les caractéristiques du lidar. Le VLP16, par exemple, tu vois qu'il fait des lignes très régulières. Et donc, tu as des algorithmes qui utilisent un petit peu comme des transformés de Hopf qui, du coup, grâce à l'identification de ces lignes, sont capables de dire « là, j'ai un plan ». D'accord, ouais. Parce que moi, du coup, l'application que j'avais en tête, c'est entre deux campagnes d'acquisition de données autour de la cathédrale d'Amiens, on se retrouve avec des nuages de points qui sont liés entre eux pendant une campagne, et entre deux campagnes, les mires ils sont partis avec le vent ou que sais-je, et on se retrouve avec ces problématiques-là de recalage. Du coup, on a des nuages de points de 3-4 milliards. Ouais. C'est toujours intéressant d'essayer d'améliorer nos techniques de recalage avec des approches pour faire gagner du temps en peut-être avec un fort sous-échantillonnement, tu peux essayer, mais alors, du coup, sur de la croissance de région, je doute que ce soit très précis. Ce qu'on fait aussi parfois en ICP, c'est qu'on décime le nuage de points en fonction de la normale, en fait. Oui. Ce qui fait qu'on garde peu de points sur les surfaces planaires et beaucoup de points sur les surfaces un peu plus compliquées. Peut-être que ça peut être... Après, nous, on utilise l'avantage de savoir que c'est une cathédrale, et on l'a utilisé aussi pour
pour Notre-Dame de Paris après l'incendie pour estimer les déformations des voûtes, c'est qu'à l'intérieur, il y a des poteaux. Et les poteaux, c'est des parfaits cylindres. Et donc on a utilisé des tranches de nuages alignées avec le sol en utilisant les cylindres comme finition. Ok. Une question? Justement, pour aller dans la même idée, là, pour les histoires de pouvoir simplifier les approches, est-ce que ce ne serait pas possible de repérer, parce que quand on a les plans, finalement, on peut facilement retrouver les droites puis les points, et c'est de l'information beaucoup plus parcimonieuse si on se passe sur les 4 points du plan, et peut-être ça pourrait faire un premier pré-filtrage. Oui, c'est une très bonne idée. Il y a certains papiers où, effectivement, alors ils utilisent les lignes entre les plans et aussi ils utilisent les coins entre des triplets de plans. Donc effectivement, il y a des choses qui sont bien plus... qui prennent moins de place, mais en mémoire aussi. Et ça peut être aussi plus précis d'utiliser des lignes que des plans sur ce genre d'application. Il y avait une autre question, je crois. Non? Une question? Pardon? Ah oui, pardon. Hop. Moi j'en avais une aussi. Pourquoi tu as utilisé des random forest? Est-ce que c'était un choix aléatoire ou tu as juste essayé plein de... Alors en fait sur des travaux précédents, on avait fait une fonction de score donc, qui se basait sur les features que je vous ai présentées, où donc, on avait remappé ces features pour qu'elles soient toutes entre 0 et 1. Et l'idée, c'était d'avoir un score le plus faible possible correspondait à une potentielle bonne correspondance. Et en fait, ce score, pour le faire, on était obligé de pondérer chacune de ces valeurs. Et la pondération s'est trouvée être un peu empirique parce que dès qu'on changeait un petit paramètre, on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, tout ça. Et donc, on a réussi à le faire fonctionner très bien sans avoir à changer les paramètres. Mais c'était très rigide par rapport à, comme je le disais, on a testé sur des données qui sont très similaires à chaque fois. Donc là, l'idée, c'était de faire quelque chose qui soit un peu similaire. Donc l'idée du random forest, ça va justement être de changer ses poids en fonction de ce qu'il apprend. Et on va du coup pouvoir étendre ça. Si par exemple, j'annotais d'autres types de données, on pourrait justement faire apprendre plus facilement au random forest et on n'aurait plus ces poids qui sont fixés et qu'on doit adapter à chaque fois. Une dernière. Est-ce que dans les comparaisons que tu fais entre les plans, tu considères les plans complètement indépendants les uns des autres? Ou alors, parce que tu compares deux plans 2 à 2, il me semble, Ouais. et, par rapport à leurs caractéristiques que tu définis, les caractéristiques. Et dans cette liste de caractéristiques, je ne sais plus s'il y avait aussi la distance des plans dans une image, de plan 2 à 2 dans une même image. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que la localisation des plans rajouterait une information. Alors du coup, il y avait la notion de distance de... En fait, on projette l'origine du repère sur les plans. Ouais. Et je pense que c'est à cette distance-là dont tu fais référence. Voilà, parce que c'est ce que je disais, la distance entre deux plans, c'est un peu difficile à définir. Et donc l'idée de projeter l'origine sur le plan et de regarder cette distance-là entre les deux plans, c'est... Merci beaucoup. Merci.